9h moins 10, la campagne électorale s'en vient, on s'y prépare. On sait déjà qu'il va y avoir des débats en français à TVA. Annoncé ça l'autre jour. Radio-Canada va tenir également des débats. Et aussi les médias anglophones. Ça s'est confirmé hier. Les 4 partis représentés à l'Assemblée nationale ont accepté de débattre en anglais lors de la prochaine campagne électorale à l'invitation d'un consortium de médias anglophones qui comprend CBC, CTV, Global, le Montreal Gazette, CJAD, qui est une station de radio de Montréal. Bref, tout le monde a dit yes, sir. Philippe Couillard, faut pas s'en surprendre, très heureux de participer à un débat en anglais. François Legault a dit « J'accepte avec plaisir de tenir un débat en anglais et présenter les idées de la CAQ pour enrichir le Québec et les Québécois. J'ai hâte », a-t-il dit sur Twitter hier. Mon Dieu, Gabriel Nadeau-Dubois, tellement content de participer. Ce ne sera pas Manon Massé. Je comprends que GND est meilleur en anglais que Manon. GND, donc, qui hier était tellement content d'annoncer que Québec solidaire serait présente au débat en anglais, qu'il a utilisé un anglicisme pour le dire. Il a déclaré « Les libéraux ont des comptes à rendre à des électeurs et des électrices qu'ils prennent pour acquis depuis des décennies. » Vous aurez compris que prendre pour acquis est un calque de l'anglais « take for granted » et qu'en français, il vaut mieux dire « tenir pour acquis ». Mais bon, Gabriel était peut-être trop occupé en 2012. Scandale! Non, mais il était peut-être trop occupé en 2012 à manifester dans les rues. Plutôt que d'aller à l'école, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas retenu cette leçon. Mais bon, on lui en tiendra pas rigueur. Moi, j'ai lancé la serviette dans ce dossier-là. Bravo, Gabriel. On dit bien sûr jeter l'éponge. Et ce qui a étonné plusieurs, moi je ne m'étonne pas du tout, c'est que Jean-François Lisée, le chef péquiste, le chef souverainiste dans le deuxième mandat, a dit hier, bien sûr je vais y aller, puis bien sûr je vais participer. Jean-François Lisée parle un anglais impeccable, contrairement à sa prédécesseur comme chef du... En fait, Pierre-Carl Péladeau parlait très, très bien anglais, bien sûr, et le parle toujours. Pauline Marois, c'était une autre paire de manches. Or, l'adhésion de Jean-François Lisée à cette idée d'un débat en anglais, ce qui sera, je crois, une première au Québec, une première depuis très longtemps. Il y en a déjà eu un entre Pierre-Marc Johnson et Robert Bourassa, je crois, il y a très, très, très longtemps, ça fait ruer dans les brancards un peu. Il y a certains analystes politiques qui trouvent que c'est pas vraiment une bonne idée. Même Mathieu Bock-Côté, ce matin, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, titre son commentaire de la phrase suivante, « Les souverainistes pour une province bilingue ». Il trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Mathieu Bock-Côté, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, vous? Ça va très bien. Pourquoi c'est pas une bonne idée que le chef péquiste et en fait les souverainistes, puisque GND en est un également, pourquoi c'est pas une bonne idée qu'ils participent à un débat en anglais? Parce que, fondamentalement, ça va même au-delà des souverainistes. C'est-à-dire, le Québec, depuis les années 60, et plus encore depuis 1977, avec la Charte de la langue française, la loi 101, a cherché à se construire comme société francophone. Pas comme société bilingue, pas comme société où le français et l'anglais sont sur le même pied, mais comme société où le français est la seule langue publique commune. Or, s'il est tout à fait normal que la minorité historique anglaise ait droit à tous les services en anglais auxquels on peut s'attendre et ainsi de suite, il n'en demeure pas moins qu'un débat des chefs dans une campagne électorale, c'est un débat assez solennel finalement. C'est-à-dire, ça consacre, c'est le moment culminant de la campagne. Ça a une portée symbolique immense. Et de ce point de vue, le fait de faire un débat en français, ça nous rappelle une chose qu'au Québec, la langue commune c'est le français, la langue de référence c'est le français, et on nous dit sans arrêt par ailleurs que la minorité anglophone parle très bien le français aujourd'hui, à tout le moins on veut nous le faire croire, donc il n'y a pas d'obstacle en tant que tel structurel à ce qu'elle comprenne un débat qui se passe en français. Or, à partir du moment où on décide de faire en sorte que le débat des chefs devienne un débat en français, un débat en anglais, on crée un précédent sur lequel ça va être difficile de revenir, eh bien, on consacre dans les faits la bilinguisation de l'espace public au Québec, et nous allons voir, comme dans une espèce de scène un peu coloniale, 4 chefs francophones parler entre eux en anglais pendant quelques heures, et derrière ça, il y a des considérations tactiques un peu ridicules, c'est-à-dire l'un veut montrer aux autres qu'il parle mieux anglais que les autres veulent pas avoir l'air de pas parler bien anglais aussi. Donc, il y a toute une dimension tactique à 2 balles là-dedans, mais sur le fond des choses, on consacre l'idée que le Québec n'est plus une société francophone, mais une société bilingue où on a le choix des 2 langues pour avoir accès au grand débat électoral qui est à partir duquel on débat de l'avenir du Québec. Mais c'est pas aussi faire la démonstration qu'on est une société inclusive qui tient compte de sa minorité anglophone?
Il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire le Québec... c'est pas ce que je fais. Je suis en train de parler d'une réalité, M. Bocoté. Là. Le Québec est composé, bien sûr, majoritairement de francophones, mais aussi d'une assez large majorité anglophone. Et moi, je le vois de manière tout à fait respectueuse et même une opportunité pour, par exemple, Québec solidaire, de se faire valoir du côté anglophone, ce qui n'arrive à peu près jamais. C'est-à-dire qu'il y a une minorité anglaise, c'est un fait, mais le Québec n'est pas une société bilingue. Le Québec est une société francophone. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ce que j'entends par là, qu'à un moment donné, il faut accepter cette idée que si nous sommes une société francophone, et avec le statut particulier que ça représente en Amérique, faut pas l'oublier. Faut pas oublier non plus tout ce qu'il y a derrière ça, la difficile francisation des nouveaux arrivants, le fait qu'on est dans une société où le français devient de plus en plus optionnel. Donc, si la classe politique elle-même n'accepte plus de tenir à ce principe fondamental que la seule langue commune, c'est le français, ça ne veut pas dire ensuite, je le répète, qu'il faut pas être aussi inclusif, tout aussi qu'on le voudra envers la minorité anglaise. Ça veut dire que lorsqu'il y a le débat, le point culminant, le français n'est pas une langue sur deux, mais la langue de référence. Si on ne tient plus à ce principe, qu'on le dise. Mais quant à moi, à la rigueur, je peux comprendre que des fédéralistes à la Philippe Couillard, qui ne sont plus des fédéralistes d'ailleurs version Bourassa, mais version Trudeau-Père, consentent à cette espèce de normalisation du bilinguisme dans tous les aspects de la vie au Québec. Très bien, je ne serais pas surpris. Mais que des leaders souverainistes qui, à ce qu'on en sait, sont attachés à l'idée de faire du Québec un pays francophone, un pays français, eh bien, si eux-mêmes considèrent que désormais, il faut normaliser cette idée que la vie publique va se passer dans les deux langues également, comme ça vient de la finance, c'est le sens de cette proposition, eh bien, il y a un principe qui vient de tomber, il y a une digue qui vient de céder, et ça va être dur à la reconstruire. Peut-être, mais par ailleurs, j'ai le sentiment, M. Bocoté, que la jeune génération qui ne s'intéresse pas beaucoup au débat souverainiste, à l'indépendance du Québec, et les chiffres de sondage le démontrent fois après fois, en a rien à cirer de la protection du français. Oui, c'est important. Une mauvaise nouvelle, soit dit en passant. Je vous le conseille. Et on n'a simplement qu'à regarder les tristes résultats du français dans les écoles du Québec et simplement à tendre l'oreille aussi pour voir à quel point la langue est massacrée de toutes sortes de manières. Ça en est désolant. Mais par ailleurs, je pense que pour ceux qui croient encore à l'idée de la souveraineté du Québec, de l'indépendance du Québec, je pense pas que le français soit nécessairement une condition sine qua non. J'ai l'impression, bien au contraire, même que le bilinguisme est perçu, même dans cette gang-là, si je puis dire, comme étant un avantage important. Et il me semble que la tenue d'un débat en anglais ne fait que consacrer cette réalité. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire le bilinguisme. C'est pas ce que je fais. Je pense pas que ce soit ce que je suis en train de faire. Le bilinguisme individuel, je pense que tous les leaders souverainistes de René Lévesque on pourrait dire de Pierre Bourgault, jusqu'à Jacques Parizeau, puis on pourrait aller plus loin, ont toujours dit que le bilinguisme individuel est une vertu en général. Et ils parlaient tous un anglais impeccable. D'ailleurs, autant René Lévesque que Parizeau que Pierre Bourgault. Donc parler très bien anglais, surtout quand on est en Amérique du Nord, on a un leader souverainiste, c'est pas de trop. Mais il y a une différence. C'est même essentiel. Individuel et le bilinguisme individuel, et de l'autre côté, le fonctionnement de notre vie collective. Et vous nous dites qu'une partie de la jeune génération est indifférente aux Français, je ne vous contesterai pas, mais je m'en désolerai, et je me demanderai pourquoi la jeune génération a-t-elle développé une forme d'indifférence par rapport au fait français? N'y a-t-il pas derrière ça, justement, une forme de négligence sur plusieurs années, peut-être même quelques décennies, de la part du leadership politique, de la part des dirigeants politiques, qui ont fait semblant que le français était à ce point assuré au Québec aujourd'hui qu'on pouvait désormais fonctionner sous le signe du relâchement. Et quand on me dit, j'ai entendu ça, la souveraineté, oui, mais pour le français, est-ce vraiment indispensable? Mais là, il faut que ça s'entende. C'est-à-dire, s'il ne s'agit pas d'assurer la survie et l'épanouissement ici d'un peuple de langue et de culture française en Amérique, l'indépendance n'a plus aucun sens. On va devenir des Canadiens comme les autres avec un accent particulier. Donc, de ce point de vue, que les souverainistes eux-mêmes ne tiennent plus à ce principe fondamental, qui veut que le français soit la langue commune, la langue de référence, et lorsqu'il y a des grands moments nationaux, c'est en français que ça se passe, eh bien, ça veut dire que nos souverainistes eux-mêmes, soit, sont intimidés par une forme de politiquement correct qui nous dit, dès qu'on dit le mot diversité, ouverture, inclusion, eh bien, ils se soumettent, ou de l'autre côté, eux-mêmes ne sont plus conscients de l'importance de l'enjeu linguistique au Québec. Je trouve que c'est dommage. Je pense que de ce point de vue, c'est pour ça que je disais pays français ou province bilingue, et bien je trouve que les souverainistes, cette fois-ci, décident de jouer sur une patinoire qui n'est pas la leur. Ben, vous voyez ça même comme une forme de soumission
de la part, et je vous cite, de la part de nationalistes en carton-pâte. C'est dur, c'est une belle image, mais c'est dur. C'est qu'il faut savoir de quoi on parle, hein, c'est-à-dire des leaders souverainistes ou des leaders nationalistes. J'intègre là-dedans François Legault, oui. Qui joue la carte du nationalisme au Québec, puis qui est un nationaliste sincère sur le fond des choses. Des leaders nationalistes qui nous disent finalement qu'aujourd'hui, fondamentalement, les deux langues sont interchangeables finalement. On a le choix d'une des deux langues au moment où ça compte le plus, c'est-à-dire au cœur de la vie nationale, dans une élection comme celle-là, eh bien, ça en dit beaucoup. Et puis, qu'on me permette d'être un peu méchant, j'ai bien hâte d'écouter ce débat où, qu'on le veuille ou non, on ne sera pas seulement devant quatre Jacques Parizeau, mais où ça va baragouiner un peu d'un bout de l'autre. Et là, on va voir, il va y avoir une scène digne du temps des bouffons. Vous connaissez le film de Falardeau? Bien sûr. Des francophones qui vont baragouiner un peu entre eux en anglais et qui vont chercher à montrer en plus lequel est le plus rusé, lequel est le plus subtil, en fait, Mathieu, j'allais vous soumettre l'idée suivante. Ça va nous ramener cette scène anthologique d'un film, je crois, de Jean-Claude Laure. Où, avec les petits cimards dans le temps, et là, ça trahit mon âge avancé, où on voyait deux Québécois à une station-service en Ontario pratiquer leur anglais. How are you? I'm fine, thank you. Puis les deux sont convaincus d'avoir eu une conversation formidable avec un anglophone, alors que c'était un Québécois qui se parlait. Vous nommez quelque chose de très important, c'est-à-dire quand on le voit plus à Montréal qu'à Québec, évidemment, vous me pardonnerez de le préciser, mais de plus en plus des Québécois francophones se parlent entre eux en anglais aujourd'hui. Presque par habitude, parce que c'est désormais la nouvelle langue tendance branchée version Montréal. Alors là, on a cette espèce d'idée que l'anglais a une forme de supériorité, sinon morale, à tout le moins esthétique, à tout le moins dans la branchitude. Alors, je ne dis pas que nos leaders politiques vont être dans cette position, mais je dis simplement qu'ils viennent dans une espèce d'élan. On peut supposer qu'il y a une part de calcul, puis de bonne foi, puis tout ça là-dedans. Ils ne se rendent pas compte qu'hier, quelque part dans l'après-midi, ils ont franchi une ligne qui jusqu'à tout récemment, en fait, jusqu'à hier, était une ligne rouge, une ligne qu'on ne transgressait pas, une ligne qu'on ne franchissait pas. C'était cette idée que le français est la seule langue commune. Et là, désormais, je serais très curieux de savoir à quoi va ressembler ensuite la vie publique des prochaines années, si ce n'est un mouvement toujours plus poussé vers la bilinguisation. Et qu'on ne se trompe pas là-dessus, je citerai Yves Michaud qui avait une très belle formule sur ça. Au Québec, mettre les deux langues sur le même pied, c'est mettre les deux pieds sur notre langue. et on va le film en fait auquel je référais, c'est J'ai mon voyage, qui mettait en vedette entre autres Dominique Michel, et c'est un film de Denis Héroux. Il y avait l'acteur français Jean Lefebvre qui était dedans, une pièce d'anthologie, je vous l'assure. Vous concluez votre commentaire de ce matin, Mathieu, avec cette phrase. Vous dites: manifestement, l'histoire du souverainisme québécois se dirige vers une triste fin. Vous voyez ça comme un signe, vous, le fait qu'on décide de tenir un débat en anglais au Québec pour l'élection provinciale qui s'en vient, comme une forme de début de la fin, finalement, du mouvement souverainiste? Plus qu'un début de la fin, plus une fin de la fin, peut-être. C'est-à-dire que le mouvement, puis c'est un indépendantiste qui vous parle, que le mouvement indépendantiste soit en mauvaise santé au Québec, je pense que c'est une forme de lucidité élémentaire que de le reconnaître. Que de reconnaître que les Québécois, aujourd'hui, sont beaucoup moins intéressés qu'auparavant à la question de l'avenir du français. C'est une autre chose qu'il faut reconnaître. Qu'il faut reconnaître aussi que les souverainistes québécois aujourd'hui semblent avoir de la difficulté à connecter avec ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux de leur option. C'est-à-dire les principes fondamentaux qui font qu'il y a au Québec un mouvement indépendantiste, un mouvement nationaliste, un désir d'indépendance. Donc j'ai l'impression que dans une situation où les souverainistes sont à 20% à peu près dans les sondages en ce moment, le PQ, mettons que ça pourrait monter à 22-23, qu'importe, peut-être un peu plus, eh bien on essaie tout, mais tout c'est surtout n'importe quoi pour chercher à se remonter. Et dans les circonstances, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme une espèce de geste un peu, désarticulé et désespéré. Désespéré. Oui, je pense que j'entends de votre propos, non, et j'entends et je lis de votre propos, je retire de votre propos, Mathieu Bock-Côté, que effectivement il y a comme une forme de désespoir que vous percevez dans tout ça. Et je peux comprendre que pour un indépendantiste comme vous, ce soit un peu démoralisant. Merci de nous avoir parlé ce matin. Au plaisir.